Écoutez-moi attentivement. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va peut-être bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la trahison masculine. Pas de formule douce, pas de vérité à moitié dite. Parce que vous méritez la vérité complète, même quand elle est inconfortable. Voici la question que des milliers de femmes se posent en silence, souvent la nuit, souvent les yeux au plafond, souvent après avoir relu pour la 100e fois les messages qu'elles n'auraient pas dû lire. Pourquoi ? Pourquoi un homme qui a tout, une femme aimante, une famille, une vie construite ensemble, décide-t-il de tout mettre en danger pour une aventure, pour quelques heures volées, pour un mensonge qu'il va devoir entretenir chaque jour avec un soin presque maniaque ? La réponse facile serait de dire parce que c'est un lâche, et parce qu'il ne vous mérite pas, parce que les hommes sont tous pareils. Mais cette réponse, aussi satisfaisante qu'elle soit émotionnellement dans les premiers jours de colère, ne vous aide pas vraiment. Elle ne vous permet pas de comprendre. Et tant que vous ne comprenez pas, vous restez vulnérable. Vous restez dans le brouillard, vous restez à vous poser des questions qui n'ont pas de réponse parce que vous cherchez dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, on va aller chercher dans la bonne direction, ensemble. Le premier mythe à démolir. L'homme infidèle n'est pas forcément un homme qui n'aime plus. C'est l'une des vérités les plus déstabilisantes que l'on puisse entendre et pourtant c'est l'une des plus importantes. Des hommes pleurent sincèrement en disant qu'ils aiment leur femme tout en la trompant depuis des mois. Ah, comment est-ce possible ? Comment peut-on tenir dans une main le sentiment d'amour et dans l'autre la trahison de cet amour sans que les deux se détruisent mutuellement ? La réponse est dans la façon dont le cerveau masculin fonctionne. Il possède une capacité de compartimentation qui dépasse ce que la plupart des femmes imaginent. Un homme peut placer son amour pour sa femme dans un espace mental hermétiquement fermé et placer son désir pour une autre femme dans un espace totalement distinct. Ces deux réalités coexistent sans se percuter, sans se neutraliser, sans se voir. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Et la différence entre ces deux mots est immense quand vous essayez de reconstruire quelque chose ou simplement de comprendre ce qui s'est passé. L'amour et l'infidélité ne s'excluent pas toujours dans l'esprit masculin. Ils peuvent habiter le même homme en même temps, et c'est précisément ce qui rend la trahison aussi déchirante. Parce que vous n'avez pas été trahi par quelqu'un qui ne vous aimait pas. Vous avez été trahi par quelqu'un qui vous aimait peut-être vraiment, mais qui manquait de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on va appeler par son nom très bientôt. L'opportunité, plus banale qu'on ne le croit. La première raison pour laquelle un homme franchit cette ligne, et elle est terriblement banale, c'est l'opportunité. Simplement ça, une situation favorable, une femme disponible et intéressée, un contexte où les risques semblent minimes, et un cerveau reptilien qui n'a pas fondamentalement changé depuis des millénaires. Ce cerveau primitif enregistre l'opportunité avant même que le cortex préfrontal, la partie rationnelle et morale, n'ait eu le temps de formuler une objection. La dopamine monte, le jugement se court-circuite, et l'homme se retrouve à faire quelque chose que, dans un état de réflexion calme, il n'aurait peut-être jamais choisi. Mais l'opportunité seule ne suffit pas. Tous les hommes ne sautent pas sur chaque occasion. Il faut un terrain intérieur favorable, un terreau psychologique dans lequel la tentation peut prendre racine. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue psychologique. La fragilité cachée, derrière l'arrogance. On imagine souvent l'homme infidèle comme un séducteur arrogant, sûr de lui, débordant de confiance. La réalité clinique est presque l'opposé. Dans la grande majorité des cas, l'homme infidèle souffre d'une fragilité intérieure qu'il compense par la conquête extérieure. Un homme qui approche de la cinquantaine et qui voit son corps changer, qui sent que sa virilité est interrogée par quelques défaillances silencieuses, qui voit arriver dans son entreprise une nouvelle génération plus jeune, plus rapide, plus connectée, et qui commence à se demander s'il est encore pertinent, encore désirable, encore important. Et soudain apparaît une femme qui le regarde différemment, qui lui sourit avec une intention claire, qui lui envoie des signaux qui disent « Tu es extraordinaire ». Cette femme ne connaît pas ses échecs, ses faiblesses, ses factures impayées ou ses insomnies. Elle voit seulement ce qu'il veut montrer, la version curatée, brillante, sans défaut. Pour un ego en manque de validation, c'est une drogue pure. Une injection directe dans la veine de l'estime de soi. Et comme toutes les drogues, elle crée une dépendance rapidement, même si ce qu'elle produit n'est qu'une illusion. La fuite de l'intimité réelle. Voici un paradoxe qui surprend toujours. L'infidélité est souvent une façon d'échapper à la profondeur d'une relation, pas de la compléter.
Vivre avec quelqu'un depuis 15 ou 20 ans, c'est être psychologiquement nu devant lui. Cette personne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même par moments. Elle a vu vos contradictions, vos lâchetés, vos moments de grandeur et vos moments de petitesse. C'est magnifique. Mais pour certains hommes, c'est aussi terrifiant. Cette nudité émotionnelle totale crée une vulnérabilité qu'ils ne savent pas habiter. Alors ils créent une relation parallèle, superficielle, où ils peuvent jouer un rôle. Être le personnage qu'ils ont envie d'être ce jour-là, sans la complexité, sans le poids de l'histoire partagée, sans avoir à être l'homme complet avec toutes ces zones d'ombre. Avec l'autre, il n'y a pas de discussion sur les factures, sur l'éducation des enfants, sur les désaccords qui traînent depuis des années. Il y a seulement la légèreté de ce qui n'a pas encore de passé. Et cette légèreté, aussi artificielle soit-elle, devient addictive pour quelqu'un qui ne sait pas vivre avec la profondeur réelle d'un amour durable. Quand le désir disparaît du paysage. Voilà quelque chose qui est difficile à entendre, mais qui doit être dit clairement. Après des années de mariage, beaucoup de couples transforment leur relation en un partenariat logistique extrêmement efficace. On gère la maison, les enfants, les vacances, les comptes, les rendez-vous médicaux. On fonctionne parfaitement comme une entreprise familiale bien organisée. Mais où est passé le désir ? Où est passé l'érotisme, cette force un peu anarchique et irrationnelle qui ne se satisfait pas d'un agenda partagé sur smartphone ? L'homme et la femme deviennent coparents, co-directeurs, co-gestionnaires de la vie commune. Ils cessent d'être amants. Et le désir, cette énergie profonde et primitive, a besoin d'être nourri. Il a besoin d'exister. Il ne disparaît pas simplement parce que la vie devient compliquée. Il cherche une sortie. Et si cette sortie n'est pas dans le couple, il la cherche ailleurs. Non pas parce que l'homme ne vous aime pas, mais parce que personne ne lui a appris à articuler ce besoin, à le formuler, à vous dire « j'ai besoin que tu me regardes encore comme ça ». J'ai besoin que nous soyons encore amants et pas seulement associés. La neurochimie de l'infidélité. La science nous apprend quelque chose de fondamental sur ce qui se passe dans le cerveau au début d'une relation. Les premières semaines, les premiers mois, parfois les premières années, le cerveau baigne dans un cocktail neurochimique comparable à celui d'une addiction. Dopamine, ocytocine, sérotonine, adrénaline. Vous êtes littéralement sous influence l'un de l'autre. Puis progressivement, ce que les neuroscientifiques appellent l'habituation hédonique s'installe. Le même stimulus produit moins de réponses. Non pas parce que vous vous aimez moins, mais parce que votre cerveau s'est adapté. Il a cessé de traiter votre partenaire comme une information nouvelle et excitante pour le classer dans la catégorie du familier, du connu, à la du prévisible. Et quand un homme rencontre une nouvelle femme qui déclenche à nouveau cette tempête neurochimique, il se sent vivant d'une façon qu'il avait oubliée. Électrisé, rajeuni de 20 ans, et il commet l'erreur la plus classique qui soit. Il confond cette excitation biologique avec de l'amour authentique. Il se dit c'est elle la vraie, alors qu'en réalité son cerveau réclame simplement sa dose de nouveauté. Des hommes ont quitté leur famille pour cette illusion. Et 6 mois plus tard, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes, la même habituation, le même quotidien difficile, mais sans les 20 ans de construction commune qui donnaient du sens à leur vie. La vengeance silencieuse. Il y a une dimension de l'infidélité que l'on n'aborde presque jamais, parce qu'elle est inconfortable pour tout le monde. Certains hommes trompent pour punir, pas toujours consciemment, souvent sans même mettre ce mot sur ce qu'ils font. Un homme qui se sent constamment diminué dans son couple, critiqué devant les amis, comparé défavorablement, ignoré dans ses besoins émotionnels, va développer une rage sourde. Pas la rage qui s'exprime, qui hurle, qui frappe sur la table. La rage qui se tait, qui s'accumule, qui cherche une sortie détournée. Et quand une autre femme lui montre de l'admiration, du respect, de la considération, il ne pense pas consciemment « je vais me venger ». Il ressent simplement quelque chose qu'il ne trouvait plus à la maison. Une validation. Un soulagement, et il se laisse aller vers ce soulagement comme on tombe dans un fauteuil confortable après une journée épuisante. Le problème fondamental dans ces cas-là est souvent le même. L'homme n'a jamais su dire à sa femme à quel point il se sentait invisible, et elle n'a pas su voir ce qu'il ne disait pas. 2 personnes qui parlent des langues émotionnelles différentes, qui attendent l'une de l'autre des signaux qu'elles ne savent pas envoyer, et qui finissent par se blesser profondément sans avoir vraiment voulu commencer cette guerre. Le désir manifesté, plus puissant que la beauté. Voici quelque chose qui surprend beaucoup de femmes. Des femmes magnifiques se font tromper par leur mari avec des femmes objectivement moins séduisantes. Et elles ne comprennent pas. Comment est-ce possible ?
Comment peut-on regarder ailleurs quand on a ça à la maison ? La réponse est dans le désir manifesté. Ce n'est pas la beauté physique qui crée l'attraction la plus puissante. Ah, c'est le fait d'être regardé comme si l'on était l'objet de tous les désirs. C'est recevoir ce signal clair et sans ambiguïté « Tu es extraordinaire, je te veux, tu me rends folle ». Pour un homme qui se sent depuis des mois ou des années invisible dans son propre foyer, cette manifestation de désir est un aphrodisiaque d'une puissance que la beauté seule ne peut pas égaler. Parce que ce n'est pas son corps qui est touché par ce regard. C'est son ego, son identité d'homme désirant et désiré, sa certitude qu'il existe encore aux yeux de quelqu'un. La question à se poser honnêtement, et elle est difficile, c'est quand pour la dernière fois avez-vous regardé votre partenaire comme ça ? Quand lui avez-vous signalé clairement, sans ambiguïté, qu'il vous rendait encore folle de désir ? Cette question n'est pas une accusation. C'est une invitation à explorer ensemble ce qui s'est peut-être éteint sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. L'attachement évitant une blessure très ancienne. La psychologie de l'attachement nous explique quelque chose d'essentiel. La façon dont nous avons été aimés pendant l'enfance, ou dont nous n'avons pas été aimés, façonne profondément la façon dont nous nous comportons en relation à l'âge adulte. Les hommes avec un style d'attachement évitant, et ils sont nombreux, ont une peur inconsciente de l'intimité profonde. Ils désirent la connexion, mais quand elle devient trop intense, trop fusionnelle, quelque chose en eux panique. Ils se sentent étouffés, prisonniers, sans avoir les mots pour expliquer ce qu'ils ressentent. L'infidélité devient alors une stratégie inconsciente pour créer de la distance tout en restant dans la relation. Une relation clandestine est par définition limitée. Elle n'exige pas le même niveau de profondeur émotionnelle qu'une vie construite ensemble. Elle offre la connexion sans la vulnérabilité totale. Et pour quelqu'un qui a peur de cette vulnérabilité depuis l'enfance, c'est une solution qui semble presque logique même si elle est destructrice. Ces hommes ne sont pas des monstres. Ce sont des blessés qui n'ont jamais appris à guérir autrement. Ce qui ne les exonère pas de leur choix, mais qui change peut-être la façon dont vous comprenez ce qui s'est passé. L'ennui existentiel, un tueur silencieux. Nous vivons plus longtemps qu'à aucune autre époque de l'histoire humaine. Un mariage peut durer 40-50 ans. C'est magnifique en théorie. Mais le cerveau humain est câblé pour la nouveauté, pour l'exploration, pour la surprise. Et une relation de plusieurs décennies peut devenir d'une prévisibilité qui ressemble à une mort lente pour certaines personnes. On sait ce que l'autre va dire avant qu'il ouvre la bouche. On connaît ses réactions, ses opinions, ses peurs, ses blagues. Il n'y a plus de mystère. Et pour certains hommes, cette absence de mystère devient insupportable. Non pas parce que leur partenaire est moins intéressante, mais parce qu'ils n'ont pas appris à créer de la nouveauté de l'intérieur, à se réinventer ensemble, à cultiver l'inconnu dans le connu. Alors au lieu de travailler sur cet ennui avec leur partenaire, de chercher ensemble des façons de se surprendre encore, ils cherchent la solution à l'extérieur. Ils s'injectent du chaos, de l'adrénaline, de l'imprévisible. Et ils appellent ça de l'amour, alors que c'est simplement leur cerveau qui réclame de la nouveauté. Quand la culture donne une permission implicite, il serait malhonnête de ne pas parler du contexte culturel dans lequel tout cela se passe. Dans de nombreux milieux, l'infidélité masculine est tacitement tolérée. Les hommes sont comme ça. Tant qu'il revient à la maison. Ces phrases, vous les avez entendues. Peut-être dans votre famille, peut-être de la bouche de femmes que vous respectez. Cette normalisation culturelle crée une permission implicite. Elle affaiblit la barrière psychologique avant même que la situation ne se présente. Quand un homme grandit en voyant son père tromper sa mère et entend ses oncles en plaisanter lors des repas de famille, il intègre un message profond. L'infidélité n'est pas une transgression grave, c'est presque un rite de passage masculin. Et quand l'opportunité se présente, il ne se dit pas « si je fais ça, je suis un monstre ». Il se dit « si je fais ça, je suis juste un homme ». C'est un message qui doit être déconstruit avec force. Un homme qui reste fidèle n'est pas moins viril. La fidélité n'est pas une limitation, c'est un choix d'intégrité. Mais tant que nous transmettons le message inverse à nos fils et à nos frères, nous continuerons à récolter les mêmes douleurs. L'absence de conséquences perçues. Voici une vérité difficile à entendre mais nécessaire. Beaucoup d'hommes trompent parce qu'ils calculent, consciemment ou non, que les risques sont faibles. La plupart des infidélités ne sont jamais découvertes, et même quand elles le sont, beaucoup de femmes en restent. Pour les enfants, pour la sécurité, par amour, par peur de la solitude, les hommes le savent, pas toujours de façon cynique et délibérée, mais quelque part,
Dans l'équation inconsciente du risque et du bénéfice, cette information est présente. Ce que cela signifie pour vous, c'est que vos limites doivent être claires. Pas des menaces, pas du chantage, mais des limites fermes et sincères. Des limites que vous avez réellement l'intention de maintenir. Parce que les hommes sentent quand une femme bluffe. Ils sentent quand les limites sont floues, quand le pardon est acquis à l'avance, quand rester est la seule option réellement envisagée. Sans conséquences réelles, certains comportements n'ont aucune raison de changer. Ce n'est pas de la dureté. Qu'essaie comprendre la psychologie à l'œuvre et refuser d'en être la victime consentante. La crise de la cinquantaine. Quand la mort frappe à la porte vers la cinquantaine, beaucoup d'hommes vivent quelque chose que la psychologie appelle une crise existentielle de mi-vie. Ils prennent conscience de leur mortalité d'une façon nouvelle, plus viscérale. Ils réalisent que leur vie est probablement plus derrière que devant. Ils voient que leur corps changer, leur vitalité se modifier, leur image dans le miroir devenir celle d'un homme qui vieillit. Et quelque chose en eux panique. Pas toujours de façon visible, pas toujours consciente. Mais cette angoisse cherche une issue. Et séduire une femme plus jeune devient symboliquement une façon de défier le vieillissement. Si elle me désire, je ne suis pas encore vieux. Si elle me choisit, et la mort n'est pas encore si proche. C'est pathétique dans un sens, c'est aussi profondément humain. Personne n'affronte sereinement la conscience de sa finitude, et certains hommes choisissent de fuir cette conscience dans les bras d'une femme qui représente la jeunesse, la vitalité, le temps qu'ils croient pouvoir encore voler. L'alcool et les substances, quand le frein lâche. On sous-estime souvent le rôle de l'alcool et des substances dans les infidélités. L'alcool désinhibe, altère le jugement, court-circuite le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui est notre frein moral. Un homme qui ne franchirait jamais cette ligne à jeun peut la franchir après quelques verres de trop. Ce n'est pas une excuse valable. Être ivre ne justifie rien moralement, mais c'est un facteur contextuel réel. Les séminaires d'entreprise, les soirées entre usnotes, les soirées entre collègues, les fêtes où l'alcool coule librement et où une collègue s'intéresse à vous sont des contextes à risque élevé. Non pas parce que l'homme est fondamentalement mauvais, mais parce que les conditions sont réunies pour que le meilleur de lui-même ne soit pas aux commandes. L'analphabétisme émotionnel, la racine de tout. Voici peut-être la raison la plus fondamentale de toutes, celle qui sous-tend beaucoup des autres. Des générations entières d'hommes ont grandi dans des familles où l'on ne parlait pas d'émotions, où la vulnérabilité était perçue comme une faiblesse, où un homme devait être fort, stoïque, imperméable à la douleur émotionnelle. Résultat, des hommes qui ne savent pas identifier ce qu'ils ressentent, qui ne savent pas le nommer, et encore moins le communiquer à leur partenaire. Ça, quand quelque chose ne va pas dans le couple, ils ne peuvent pas dire « je me sens invisible dans notre relation, j'ai besoin de plus de connexion, de plus de désir, de plus de reconnaissance ». Ces mots ne sont pas disponibles dans leur vocabulaire émotionnel. Alors ils ressentent une tension vague, une insatisfaction diffuse, un malaise sans nom. Et au lieu de chercher à comprendre ce malaise et à le partager, ils fuient vers ce qui soulage momentanément. L'attention d'une autre femme, l'excitation de la nouveauté, le sentiment d'exister dans le regard de quelqu'un, l'infidélité devient un symptôme d'incompétence émotionnelle, non pas d'un manque d'amour, d'un manque d'outils pour habiter cet amour avec intégrité quand les choses deviennent complexes. De l'addiction à l'adrénaline. Certains hommes sont neurobiologiquement câblés pour rechercher les sensations fortes. Ce sont souvent des preneurs de risques dans leur vie professionnelle, des entrepreneurs, des sportifs de l'extrême, des personnes qui ont besoin d'un niveau d'excitation élevé pour se sentir pleinement vivants. Pour ces hommes, la vie conjugale quotidienne peut sembler insupportablement fade, non par manque d'amour, mais par manque de stimulation neurochimique. L'infidélité apporte le secret, le risque d'être découvert, l'adrénaline de la double vie, la dopamine de la nouveauté constante. Un cocktail qui peut devenir aussi addictif que n'importe quelle drogue. Ces hommes ne cherchent pas nécessairement l'amour ou même principalement le sexe. Ils cherchent le frisson. Et une fois qu'ils y ont goûté, le retour à la normalité devient presque insupportable. Ce type d'infidélité n'est pas un problème de couple. C'est un problème individuel qui nécessite un travail thérapeutique profond sur la tolérance à la paix et à la stabilité. Quand c'est plus profond, les troubles de la personnalité, il faut aussi parler des cas plus sombres. Certains hommes trompent de façon compulsive, non pas à cause de problèmes relationnels ou de failles humaines ordinaires, mais à cause de troubles psychologiques profonds.
Un homme avec des traits narcissiques sévères peut tromper simplement parce qu'il se perçoit au-dessus des règles qui gouvernent les autres. Chaque conquête est une preuve de sa supériorité, une confirmation de son irrésistibilité. Il ne ressent pas de culpabilité authentique, seulement de l'irritation d'avoir été découvert. Et face aux larmes de sa partenaire, il ne ressent pas d'empathie réelle, seulement de l'impatience. Ces cas sont fondamentalement différents. La thérapie de couple ne peut pas grand-chose quand le problème n'est pas relationnel mais intrapsychique. Et si vous reconnaissez cet homme, si vous vivez avec quelqu'un qui trompe sans remords véritable, qui manipule avec une facilité déconcertante, qui semble incapable d'empathie authentique, alors ce que je vais vous dire maintenant est important. Vous n'êtes pas face à un problème que l'amour peut résoudre. Vous êtes face à un choix. Et ce choix vous appartient entièrement. Ce que tout cela signifie, pour vous maintenant, la vraie question. Que faites-vous avec toutes ces informations ? La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'arrêter de personnaliser l'infidélité. Si votre partenaire vous a trompé, ce n'est presque certainement pas parce que vous n'étiez pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez suffisante. C'est parce qu'il avait des failles psychologiques, des besoins non formulés, des peurs non résolues qu'il n'a pas su gérer autrement. Cela ne diminue pas votre douleur, mais cela peut diminuer votre honte et votre sentiment de ne pas être assez, parce que vous étiez peut-être tout à fait assez. C'est lui qui ne l'était pas. La deuxième chose, c'est de comprendre que l'infidélité n'est presque jamais une fatalité. Un couple qui nourrit intentionnellement sa relation, qui maintient la communication, qui crée de la nouveauté ensemble, qui se traite mutuellement avec désir et respect, réduisent considérablement ce risque. Pas à zéro, parce que rien ne peut garantir les choix d'une autre personne, mais considérablement. Et la troisième chose, c'est la plus difficile. Certaines relations sont simplement avec des personnes qui ne devraient pas être dans une relation monogame, qui ne sont pas équipées pour tenir cette promesse. Et face à ces personnes, vous n'avez pas un problème à résoudre. Vous avez une décision à prendre sur la vie que vous voulez vivre, la vérité que je vous avais promise. Voici ce que j'avais promis de vous dire depuis le début. Le secret qui change tout. L'infidélité masculine n'est presque jamais un échec de l'amour. C'est un échec d'intégrité. Un homme peut vous aimer profondément et vous tromper quand même. Ce qui manque, ce n'est pas le sentiment. C'est l'alignement entre ce qu'il dit être et ce qu'il fait. Car c'est la capacité à tolérer l'inconfort émotionnel, la frustration, le désir non assouvi, l'ennui, la peur, s'enfuir vers une solution facile et destructrice. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous torturer avec « il ne m'aime pas assez ». Peut-être qu'il vous aime, peut-être même énormément, mais il manque de force morale, de maturité émotionnelle, de la capacité à habiter son propre inconfort sans l'externaliser aux dépens de quelqu'un qu'il dit aimer. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer à sa place. C'est son travail à lui. Votre travail à vous, c'est de savoir ce que vous valez, de décider ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans votre vie, de ne pas vous sacrifier sur l'autel d'un amour qui ne vous protège pas. Ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, si vous êtes en couple, voici une invitation concrète. Asseyez-vous avec votre partenaire et ouvrez une conversation, pas une confrontation, une conversation. Posez-lui des questions simples et vraies. Est-ce que tu te sens vu dans notre relation ? Est-ce que tu te sens désiré ? Y a-t-il des besoins que nous n'abordons jamais ? Et écoutez les réponses, même quand elles sont inconfortables, surtout quand elles le sont. Si vous êtes seul après une trahison, voici votre défi. Prenez le temps de redéfinir ce que vous cherchez chez un partenaire. Pas seulement des qualités de surface, des qualités de caractère, un homme intègre, émotionnellement mature, capable de nommer ce qu'il ressent. Fidèle à ses engagements, non pas parce qu'il n'a jamais eu la tentation, mais parce qu'il a choisi de ne pas y céder. Et ne vous installez jamais avec quelqu'un qui ne possède pas ces qualités fondamentales. Peu importe son charme, peu importe l'intensité de ce que vous ressentez au début. Parce que se désattacher de ce qui vous blesse n'est pas un manque d'amour. C'est la forme la plus haute d'amour de soi. L'infidélité n'est pas une fatalité. C'est un choix. Et vous aussi, vous avez des choix à faire. Sur la vie que vous voulez construire. Sur les personnes que vous laissez entrer dans votre espace. Sur ce que vous acceptez et sur ce que vous refusez avec une clarté tranquille et absolue. Choisissez-vous. Toujours.
surtout quand c'est difficile. Continuez à nous rejoindre sur la chaîne pour des vérités qui libèrent et des réflexions qui transforment vraiment.